Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler MotoGP, pour faire le débrief du Grand Prix d'Aragon. Grand Prix d'Aragon qui a eu lieu dimanche dernier. On va faire le débrief, je peux vous dire que j'enregistre tôt, il est 9h46. Nous sommes mercredi. J'ai un petit peu de retard parce que je me suis fait avoir par la course espoir. Je l'ai attendu longtemps que le streaming arrive et que le replay arrive, et il a mis beaucoup de temps à arriver. Donc ça m'a bloqué la journée de lundi, et ce qui fait que j'ai dû faire beaucoup de choses mardi, et en même temps regarder les 3 contre-la-montre. Donc ça a été un petit peu compliqué. Du côté de ce Grand Prix d'Aragon, on va revenir sur les top et flop. Bien entendu, on va parler de la chute de Fabio Quartararo, des conséquences, également de toute cette séquence avec Fabio Quartararo et Marc Marquez, et puis on reviendra également sur les nouveaux week-ends de Grand Prix. Je donnerai mon avis sur les nouveaux week-ends de Grand Prix. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas à aller voir sur TikTok, à aller voir Spotify. N'hésitez pas, même si cette semaine ça va être calme sur TikTok et Spotify. Je pense que Spotify, on réattaquera la semaine prochaine. Il faut que je réécrive des épisodes. Et on verra un petit peu comment on fait pour Spotify. Je veux dire, il y aura des petites nouveautés. Du côté, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. MotoGP 2022, Motorland Aragon, Grand Prix d'Aragon. Ça a été un Grand Prix mi-animé, mi-pas vraiment animé. Le début de course a été très animé. Il y a eu une belle bagarre entre Bastianini et Bagnaia qui s'est jouée dans le dernier tour. Et puis par contre, voilà, il y a eu aussi un peu moins d'animation à certains moments. C'est-à-dire que voilà, il y a des pilotes qui ont été un peu moins performants en course. Bon, ça c'est ce qu'on appelle un petit peu habituel du côté d'un Grand Prix, où parfois voilà, vous avez un petit ventre mou. Et puis cette année, on a quand même des Grands Prix qui sont un peu moins animés que ce qu'on a pu connaître, notamment en 2020, mais 2020 était une très grande année, voire même 2021. C'est vrai que là, on a eu beaucoup moins de très bons Grands Prix qu'on a pu connaître les années précédentes. Motorland, piste atypique aussi. C'est vrai qu'avec cette grande ligne droite, cette portion très technique, pas mal de dénivelé, c'est vraiment un circuit pas simple, avec pas mal de virages aussi où on freine alors qu'on est déjà sur l'angle, où on réaccélère sur l'angle, ce qui fait que c'est un circuit où vous pouvez faire pas mal d'erreurs. Notamment Vignales a fait sa première chute de la saison, ce qui semble assez extraordinaire, mais voilà, il a fallu attendre Motorland pour que Vignales tombe. Et puis cette chute, bien entendu, de Fabio Quartararo, chute impressionnante, on reviendra dessus. Et puis piste atypique aussi au niveau des variations de température, parce qu'on est dans une région d'Espagne où il fait très chaud, et comme nous sommes quand même au mois de septembre, et qu'en ce moment il fait pas très chaud en ce mois de septembre, et ben voilà, il y a eu des grosses variations de température, donc pas facile de savoir quel pneu choisir pour le Grand Prix. Tout le monde a pris les durs parce qu'on a pris un peu la solution, je dirais pas de facilité, mais la solution qui était la plus sûre. Sauf que le pneu hard, ça convient bien à certaines motos et ça ne convient pas à d'autres motos. Et on s'en est un petit peu aperçu ce week-end. On va revenir sur l'accident Fabio Quartararo, Marc Marquez, Nakagami. Accident de ce premier tour. Beaucoup de gens ont tapé sur Marc Marquez, sur l'accident avec Fabio. Je vois pas, il casse sa trajectoire au premier virage. Faut savoir quand même qu'il prend un super départ, Marquez, il gagne au moins 5 ou 6 positions sur les 2 premiers virages. Il passe à l'intérieur. Donc il n'y a pas la place pour tout le monde, on est au premier tour. Donc il tente de passer un peu plus à l'intérieur que d'habitude. Et en fait, quand il réaccélère, quand il remet les gaz, il est dans une zone hors trajectoire, légèrement hors trajectoire, et on est en début de course, et la moto fait une virgule. Pas de pause, c'est que Fabio Quartararo était juste derrière et que Fabio peut pas l'éviter et il lui rentre dedans. Est-ce que c'est la faute de Marc Marquez? Je pense pas. Je pense que c'est un fait de course. C'est 50-50. D'un côté, oui, Marquez accélère dans une zone où il n'y a pas de grip, donc forcément, il sait qu'il va y avoir une chaleur. Mais il s'attend pas non plus. Enfin, Fabio Quartararo est quand même extrêmement proche derrière aussi.
Bon, on a retrouvé encore une fois les fanboys de Fabio Quartararo qui disent oui, c'est la faute de Marc Marquez. Marc Marquez, c'est pas piloté. Marc Marquez, il a quand même des titres de champion du monde. Quand tu es champion du monde, tu mérites un petit peu de respect, premièrement. Et deuxièmement, là, sur l'action, non. Sur cette action-là, je pense qu'il n'y a rien de répréhensible. Sur la deuxième avec Nakagami, je suis un peu moins... moi, comme il est champion du monde, c'est pas Nicolas Latifi non plus, Marc Marquez, en F1, je considère que la roue avant était bloquée par le morceau de carénage et qu'il pouvait rien faire face à Nakagami. Moi, c'est ma théorie. Mais c'est vrai qu'il y a une deuxième théorie qui pourrait dire il a tenté de défendre au maximum sa position face à Nakagami et que il a sorti un petit peu le coude. Et que Nakagami, quand il y a eu ce contact physique, bam, il est tombé. Il y a les deux options possibles. Autant sur le premier crash, pour moi, c'est pas de sa faute. Autant sur le deuxième, moi, je pars du principe que le morceau de carénage a bloqué sa roue. Mais, bon, j'espère que c'est ça. J'espère que c'est pas la deuxième option parce que Marc Marquez, même s'il est champion du monde, c'est vrai qu'il a un pilotage qui est agressif. Ça, on va pas se mentir. Mais sur le premier accident, non, faut arrêter de déconner. C'est une erreur c'est une erreur des deux. Pour moi, c'est 50-50. Fabio était très très proche de la Honda. Donc, en cas de souci, forcément, il allait le taper. On est aussi sur un premier tour de course. Donc, forcément, tout le monde est en paquet également. Et puis, de l'autre, oui, il y a une frayeur, il y a une chaleur. Mais il tente le coup, Marquez. Il joue pas le championnat non plus, Marquez. Il avait besoin de retrouver de la confiance. Ça a été un week-end. C'est un week-end qui est intéressant parce qu'il y a eu des éléments intéressants dans ce week-end. C'est vrai qu'il a réussi à avoir du rythme. Par contre, dans les moments importants, c'est vrai qu'en qualification, ça a été un peu moins bon qu'en course, qu'en essai libre. En course, ça a été court. Donc il y a du bon et du moins bon. Voilà, c'est un week-end constructif. On va dire ça comme ça. Pour notre ami Marquez. Mais sur le premier accident, il faut arrêter de déconner. Ça, c'est la nouvelle mode maintenant. En plus, c'est aussi une mode de toujours trouver un bouc émissaire. Sport mécanique, pour ceux qui ont un petit peu d'expérience avec les sports mécaniques, des fois, c'est un peu pas de chance ou parfois c'est un peu la faute des deux. Il n'y a pas toujours un responsable, un coupable à chaque action. Faut arrêter également avec tout ça. Les nouveaux week-ends de Grand Prix. On sait enfin calé maintenant à quelle sauce se manger les pilotes. Donc, du côté des week-ends de Grand Prix, 2 séances d'essai le vendredi, une de 60 minutes. On rallonge la deuxième séance d'essai qui, désormais, sera qualificative pour la Q2, c'est-à-dire les 10 premiers des temps cumulés, des temps de la journée du vendredi, seront directement en Q2. Donc ça, c'est un petit peu la question qu'on se posait. Est-ce que la séance du samedi serait également une séance pour la Q2 ? Non. La séance du vendredi matin remplace en fait la séance avant de L4. Le problème, c'est qu'elle a lieu tôt le matin. Donc on sera sur des conditions climatiques qui seront différentes des conditions de course. Ce qui va pas être si facile que ça pour préparer le Grand Prix. Heureusement, la séance du vendredi est aux mêmes heures que le Grand Prix. Donc peut-être que dans le premier quart d'heure, les premiers 20 minutes, on fera des tests type Grand Prix et que sur la deuxième partie de séance, par contre, on se concentrera sur le rythme de course ou inversement, ou sur le rythme de qualif ou inversement. On verra comment ça se passe. Ça veut dire qu'il va falloir quand même réussir à avoir des bons réglages très vite. Et ça va pas être idéal, surtout qu'en MotoGP, on n'a pas des simulateurs comme en Formule 1. Donc il va peut-être falloir que certaines équipes investissent là-dedans pour réussir à trouver les réglages. Et surtout, les pilotes vont devoir être vraiment performants dès le vendredi. C'est-à-dire il n'y a pas d'apprentissage du circuit. Là, il n'y a plus la possibilité de faire un apprentissage du circuit. Samedi, donc, le samedi est très dense, surtout le samedi matin. On a cette séance de 30 minutes, donc les EL3, qui remplacent les EL4, donc qui ne sont pas qualificatifs pour la séance de qualification, qui est juste derrière, Q1, Q2, en fin de matinée, donc comme auparavant, le même temps de qualification qu'auparavant. Ensuite, samedi après-midi 15h, nous avons
désormais la séance de course sprint, donc course qui se déroule sur un demi-grand prix. Et puis derrière, nous avons désormais le dimanche qui est très différent d'avant le dimanche, vu qu'on se retrouve à avoir un warm-up qui est désormais très court. Avant déjà le warm-up c'était pas très long, maintenant il fera 10 minutes. On peut même se demander de l'intérêt d'avoir encore un warm-up. 10 minutes ça sert vraiment à rien et je suis même pas sûr que tous les pilotes participeront au warm-up. Enfin voilà, c'est vraiment un tour lancé et puis voilà quoi, donc l'intérêt est limité. Ensuite il y aura alors ce qu'ils appellent un moment MotoGP avec les fans. Je ne sais pas si ça sera une parade des pilotes ou si ça sera un moment d'interview, un moment de signature d'autographe, mais voilà, il y aura un moment avec les fans d'une durée de 30 minutes. Et puis ensuite, vous avez le Grand Prix, voilà, aux horaires habituels, donc à 14h, en sachant que la course sprint de MotoGP aura lieu à 15h. Ce qui est très sympathique le samedi, vu qu'à 15h, souvent, il y a les qualifications également de la Formule 1. Donc, vu qu'on a une saison de Formule 1 à 24 courses, qu'on va avoir une saison de MotoGP, je pense que les courses sprint et les qualifications vont se retrouver souvent en même temps, ce qui va être vraiment agréable pour les gens qui suivent les deux catégories. Mais ça, il faudrait que la Dorma et que de l'autre côté, la FOM s'y intéressent un jour. Que oui, il y a des gens qui aiment les sports mécaniques et qui ne s'intéressent pas qu'à la Formule 1 et pas que à la MotoGP. Et que avec des saisons aussi longues, ça commence à devenir très très compliqué de suivre plusieurs catégories. Ces nouveaux week-ends, moi ce que j'en pense, alors déjà on n'a pas eu l'information sur les week-ends avec la Moto E. Parce que la Moto E va devoir s'intégrer dans ce calendrier qui me semble extrêmement chargé. Je ne vois pas comment on va faire avec la Moto E. Ça c'est déjà un premier problème. Deuxième problème, la journée du dimanche, pourquoi avoir mis un warm-up quoi. Si tu as un warm-up, c'est un warm-up au moins de 20 minutes. Enfin là, 10 minutes, ça ne sert à rien. Le warm-up ne sert à rien. Ensuite, y a quand même une séance de travail le samedi matin. C'est-à-dire que on n'a pas 3 séances pour se préparer à la qualif. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça va permettre de préparer quand même le Grand Prix un minimum. Et la journée du vendredi, la deuxième séance sera intéressante parce que la bagarre qu'on avait avant en EL3 le samedi matin, on l'aura désormais le vendredi après-midi. Donc c'est vrai que ça densifie le week-end. Mais le dimanche matin, il n'y aura pas grand-chose au final. Le warm-up qui avant était une séance qui pouvait être intéressante pour voir qui est en forme, qui a du rythme de course, en 10 minutes, tu vas rien apprendre. Je me demande même jusqu'à quel point les pilotes MotoGP vont vraiment y aller au warm-up. Enfin, c'est pas obligatoire, techniquement le warm-up. Je me demande vraiment jusqu'à quel point ils vont y aller. Il y a du bon et du moins bon. La course sprint à 15h, moi j'aurais préféré qu'elle soit plus tard, soit plus tôt. 15h, ça tombe en même temps que la Formule 1, ça va être chiant. Sauf qu'il faudrait que la Dorma et que la FOM regardent à droite à gauche ce qui se passe. Sauf que c'est pas le cas, ça se saurait. Sinon, on n'aurait pas autant de week-ends qui ont lieu en même temps, l'un face à l'autre, ce qui fait que c'est un peu chiant. Et puis, aussi, outre le warm-up, la séance de qualification désormais le samedi matin, c'est vrai qu'en termes de visibilité, ça va pas être idéal. Après, c'était compliqué de la placer à un autre moment, il faut le dire également. Donc, il y a du bon et du moins bon sur ces nouveaux week-ends, mais je trouve que le dimanche matin, autant pas mettre de warm-up. Autant laisser plus de temps, par exemple, au Moto 2 et au Moto 3, dans ce cas-là, que de faire un warm-up de 10 minutes qui servira à pas grand-chose. On passe à la note du Grand Prix, j'ai décidé de mettre 12 sur 20. Une belle bagarre. Moi, je n'ai pas été aussi sévère que sur Canal, j'ai vu que c'était 10,7, c'est l'une des pires notes cette saison. Moi, je trouve qu'on a eu des pires Grands Prix que celui-là. Il y a eu une belle bagarre pour la victoire entre Bastianini et Bagnaia. Il y a eu aussi une bagarre en fin de course pour le podium, Jack Miller avec Binder, avec également Aleix Espargaro, je vais y arriver. Donc ça c'était intéressant. Malgré tout, dans le podium, sur le middle pack, il n'y avait pas une grosse bagarre, donc ça c'est un peu dommage. On n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent du côté de la bagarre du middle pack. On passe tout de suite au bilan des Bleus.
Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Fabio Quartararo. C'est pas un bon week-end. C'est pas un bon week-end, mais c'est vrai qu'il y avait une statistique avant le départ du Grand Prix qui était intéressante. Il est jamais monté sur le podium à Motorland. C'est pas un circuit qui lui réussit en MotoGP Motorland. C'est même un circuit qui a rarement réussi à Yamaha Motorland. Peut-être Vignales avait fait un bon résultat, mais c'est vrai que Yamaha n'a pas toujours été très performant à Motorland. Déjà parce que du côté de Fabio Quartararo, on savait que ça allait être un week-end qui pouvait être compliqué avec la ligne droite. On sait qu'il perd toujours de la vitesse, hein. Il a un moteur qui est moins performant. Après, c'est vrai que dans la portion technique, il aurait dû être plus à l'aise, sauf qu'il n'était pas hyper à l'aise dans la portion technique. Fabio, il a eu un week-end compliqué. Parce que quand tu regardes, il fait un seul bon chrono en qualification, enfin un bon chrono qui le place quand même en deuxième ligne, mais seulement sixième. On sait très bien que Fabio, quand il est dans le peloton, c'est pas forcément là où il est le meilleur. Il n'avait pas un grand rythme pendant le week-end. Il était un peu dans le milieu du peloton. Ensuite, le crash au premier tour, ça c'est forcément la guigne. Oui, c'est une situation qui est compliquée. Il a perdu toute son avance au championnat, en sachant que Bagnaia et Ducati dominent depuis maintenant quelques courses quand même. Donc c'est-à-dire qu'il se retrouve dans une situation vraiment dans une dynamique qui n'est pas du tout positive. Fabio Quartararo. Il y a le Grand Prix du Japon, qui est quand même un Grand Prix où il faut un minimum de moteur, hein, parce que Motegi, c'est un circuit d'accélération-freinage. Motegi, c'est une ligne droite, 2 virages angle droit, une ligne droite, 2 virages angle droit quasiment. Motegi, sur les 2 premiers secteurs, c'est ça. Et sur la fin également. Il n'y a que le secteur avec les grandes courbes, là, quand on passe sous le speedway. Quand on se retrouve à l'intérieur du speedway où il y a quelques courbes un peu plus grandes, mais sinon c'est quand même beaucoup de virages à angle droit avec un moteur aussi peu performant, ça risque d'être compliqué. Surtout que sur un circuit comme ça où il faut de la traction, il faudra faire attention au KTM. Il faudra faire attention à Aprilia parce que la moto est très agile. C'est ce qui pourrait même sauver Fabio, peut-être un peu Motegi, c'est que il y a KTM, Aprilia qui s'intercalent, mais bon, KTM, Aprilia, faut faire attention. Espargaro est pas si loin que ça au championnat, mais la situation est pas du tout positive. Et c'est vrai que cette chute au Grand Prix des Pays-Bas, elle coûte cher aussi. Quand il se met au tas tout seul. Ça fait quand même depuis les Pays-Bas où la situation n'est pas très bonne pour Fabio quand on regarde au championnat. C'est vrai que depuis les Pays-Bas, il y a eu le podium en Autriche, mais il y a eu 2 abandons, une 8e place, une 5e place et une 2e place. Voilà. De l'autre côté, Bagnaia, il fait 4 victoires et une 2e place. De l'autre côté, on peut prendre Espargaro. Espargaro, il fait un podium, 4e, 9e et 2 fois 6e. Donc vous voyez que sur cette période-là, c'est quand même pas l'avantage de Fabio. Le déficit moteur est là. Et c'est vrai que ça fait depuis quelques courses que ça se passe pas hyper bien pour Fabio, donc ça serait bien de rectifier le tir. Johann Zarco, pas top non plus pour Johann. Week-end pas facile. Avec la Ducati du team Pramac devant en qualification, devant Jorge Martin en qualification, mais ça commence à être assez régulier, le fait que Johann Zarco soit devant Jorge Martin en qualif. Même Jorge Martin, moi si j'étais son entourage plutôt, je lui conseillerais de se taire. Non, parce que la manière dont il a réagi à l'annonce de la montée de Bastianini comme équipier de Bagnaia, c'est pas très professionnel. Et si je suis Ducati, je me demande si je ferais pas mieux de me libérer de ce pilote-là, parce que ça veut dire qu'il est pas très intelligent, qu'il est pas très bien conseillé aussi, et que c'est un pilote un petit peu au sang chaud, ce qui n'est pas forcément l'idéal pour un team officiel. Donc Johann Zarco devant qualification.
avec une 5e place, devant Fabio. Mais en course, pas de rythme en course. Vraiment, il se retrouve assez vite 7e. Il se fait dépasser par Luca Marini en fin de Grand Prix, mais vraiment pas de rythme ce week-end pour Johann Zarco. Il n'arrivait pas à aller plus vite, tout simplement. Son rythme de course était très régulier, mais il n'arrivait pas à aller plus vite. Il n'a jamais pu attaquer Jorge Martin de tout le Grand Prix, et il a souvent dû défendre sur Luca Marini et même à un moment sur Miguel Oliveira. Heureusement, en fin de Grand Prix, Miguel Oliveira a une baisse de performance. Mais c'était vraiment compliqué pour Johann Zarco pendant une grande partie du Grand Prix où vraiment le rythme n'était pas très bon pour Johann. C'est surprenant parce que quand tu vois ce qu'a réussi à faire même Jack Miller pendant la course. Alors Jack Miller a eu un ventre mou pendant la moitié du Grand Prix, mais il finit fort. Bagnaia, Bastianini, n'en parle même pas, ils étaient 9/10 au-dessus de tout le monde donc, en fin de Grand Prix. Donc c'est un petit peu comme à Misano. Ils étaient au-dessus, mais c'était vraiment compliqué pour Johann parce qu'on a senti que pendant tout le Grand Prix, il n'arrivait pas à augmenter son rythme et la fin de course était vraiment pas évidente avec notamment Alex Rins qui le menaçait. Donc c'était un petit peu compliqué pour Johann Zarco. Voilà, week-end pas facile. Et puis du côté de chez Tech 3 de l'équipe française, Rémi Garner devant Raoul Fernandez. En course. En qualification, il était derrière, il y avait un petit 10e, un gros 10e de retard pour Gardner sur Raoul Fernandez, donc ça commence à faire un peu beaucoup. Et puis surtout, en termes de rythme, c'était pas top pour Rémi Garner. C'est-à-dire ça manquait quand même pas mal de rythme en qualification. En course, il prend un bon départ, Rémi Garner. Pendant très longtemps, il était entre 12e, 13e. Je dis, il va peut-être sauver son week-end et puis il va prouver que voilà, il est vraiment bon en course. Et puis en fin de Grand Prix, ça s'est dégradé. Il finit 18e. Il finit quand même devant. Il finit 16e, pardon. Il finit devant Raoul Fernandez, qui finit dernier. Mais en fin de Grand Prix, c'est vrai que le rythme était vraiment plus très bon pour le coureur, le pilote australien, alors qu'en début de course, vraiment, il était vraiment dans un bon rythme, il était dans un bon petit paquet en début de course, mais peut-être qu'il a un peu trop tapé dans les pneus, et puis bon, ça fait quand même mal pour l'équipe Tech 3 par rapport au niveau de performance de KTM ce week-end. Il y avait un énorme retrait de performance. Ça montre... c'est pas top pour les pilotes qui veulent trouver un nouveau guidon. On sait que Rémi Garner, il voudrait bien tenter l'expérience Superbike. Il n'y a pas 150 guidons de disponibles en Superbike, surtout que vous avez des pilotes qui ont performé en Superbike en passant de la MotoGP au Superbike. Il y en a d'autres où ça a été beaucoup plus compliqué. Et donc il faudra voir pour Rémi Garner s'il y a une place qui se libère pour le pilote australien. Sinon ça sera soit la Moto2, soit retour au pays. Ça peut être également une possibilité de rouler en Superbike en Australie. Le championnat australien de Superbike est vraiment d'un bon niveau. Donc il faudra voir comment ça se passe du côté de Rémi Garner. On passe tout de suite au pilote au top. Tout de suite, les pilotes au top de ce week-end. Je commence avec Francesco Pecco Bagnaia. Il fait la bonne opération du week-end, ça c'est clair et net. 2e place du Grand Prix. Malgré tout, pour Bagnaia, alors il y a du très bon rythme en qualif, très bon rythme en course. Voilà, ça a été vraiment un week-end en termes de rythme. Vraiment, c'était très bien ce qu'a fait Francesco Pecco Bagnaia. Par contre, il y a quand même un petit souci, c'est que Bastianini lui fera pas de cadeau en cette fin de saison. Et ça, c'est pas top. C'est pas top. Parce que là, la manière dont attaquait Bastianini dans le dernier tour de course, la manière dont avait attaqué également Bastianini à Misano, on s'en souvient, j'ai l'impression qu'on va se retrouver dans la situation l'année prochaine chez Ducati avec le jeune aux dents longues qui raille le parquet Bastianini, et puis Bagnaia qui est pas vieux mais qui devra faire preuve de beaucoup d'expérience, de beaucoup de maturité face à Bastianini. Il sera pas dans la même situation qu'avec Jack Miller, ça c'est clair et net. Bagnaia, c'est surtout qu'en plus il faut savoir que Bagnaia avait Jack Miller comme équipier depuis ses débuts. Il a toujours eu Jack Miller. C'est la première année où il sera avec un autre équipier. Il faudra voir aussi comment ça se passe pour Bagnaia.
l'année prochaine. Mais pour revenir à ce Grand Prix, vraiment le rythme était très bon, hein. Ils avaient 9 dixièmes d'avance sur tout le monde. Certains diront qu'il a peut-être pas voulu répliquer à Bastianini parce qu'il joue le championnat et que Bastianini est un peu derrière lui au championnat. Mais quand même, hein, l'attaque, ça fait 2 Grands Prix d'affilée qui fait à peu près la même chose, Bastianini, ou l'attaque vraiment en fin de Grand Prix. Ce qu'était capable de faire notamment Valentino Rossi, qui faisait ça à sa grande époque, de suivre un petit peu le leader pendant tout le Grand Prix, puis paf, l'attaquer dans le dernier tour. C'est ce qu'il faisait souvent avec Lorenzo, notamment chez Yamaha, ou même avec Ben Spies, une fois il l'avait fait aussi, voilà, de l'année 2011-2012, et il faisait souvent ça. Valentino Rossi, lors de son dernier titre, hein, il avait joué le titre comme ça. Du côté à l'époque de la MotoGP sur NT, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Mais Bastianini, Bagnaia, pardon, ça fait 2 fois qu'il se fait avoir de la même manière. Je pense qu'il ne voudra pas se faire avoir une 3e fois comme ça. On s'aperçoit quand même que cette Ducati marche de mieux en mieux, que l'écart de performance par rapport même à la Aprilia ou par rapport à la Yamaha de Fabio Quartararo s'est agrandi. Depuis le retour au mois d'août, hein, vraiment l'écart de performance est plus important. Maintenant, on va attaquer la tournée Outre-mer, qui a pas toujours été facile pour Ducati, cette tournée Outre-mer, même s'il y a des grands prix où techniquement ça favorise la vitesse de pointe de la Ducati, hein. Je pense au Grand Prix de Thaïlande, à l'énorme ligne droite à Phillip Island. Alors gagner sur les terres de Casey-Stoner, là pour Bagnaia ça serait pas mal. En plus on sait que Ducati à l'Australie a toujours été une histoire d'amour. Je pense notamment du côté du Superbike également avec Troy Bayliss. Et puis n'oublions pas également la Malaisie. Grosse ligne droite, hein, il y a 2 lignes droites. Alors la Malaisie c'est un peu plus compliqué parce que c'est un circuit où déjà il y a pas mal de pluie. Parce que je rappelle qu'on est sur un climat tropical, mais surtout le goudron est très abrasif en Malaisie, parce que c'est un goudron qui est très particulier, qui a été conçu pour sécher extrêmement vite, mais il est très abrasif. Le goudron, donc souvent on a du mal à gérer les pneus, ce qui sera peut-être la difficulté pour Ducati par rapport à la Yamaha de Fabio Quartararo. Le Grand Prix de Valence, l'année dernière ça s'était bien passé pour Ducati, mais quand même, parfois ça n'a pas toujours été tip-top. Il reste 1 mois et demi de saison. En ce mois et demi, on va faire 5 Grands Prix. Ça veut dire que ça va s'enchaîner aussi pas mal vite, il ne faudra pas tomber, parce qu'on va enchaîner quand même Malaisie, Grand Prix de Valence, ça va s'enchaîner assez vite. Australie-Malaisie, ça sera 1 semaine d'écart. Le Japon, qui est déjà la semaine prochaine, hein, qui est à la fin de semaine. La Thaïlande qui sera dans 2 semaines. Donc ça serait bien de rester sur cette dynamique-là, sur ces courses-là. Il va falloir être performant. Bagnaia, l'année dernière, avait été bon, mais il n'y avait pas eu cette tournée Outre-mer. Donc ça fait depuis quelques temps qu'on n'est pas allé sur ces circuits-là. Donc il va falloir également se réhabituer à ces pistes du côté du Japon, de l'Australie, de la Thaïlande, avec des conditions en Australie qui sont souvent très fraîches, hein, c'est pas un Grand Prix facile. Sous la pluie également, parce que le Japon, on sera sur un après-typhon, parce que le typhon est tombé ce week-end, enfin tombé cette semaine. Donc le Grand Prix devra avoir lieu sur une suite de typhons, enfin sur une fin de typhon, mais parfois on pouvait avoir des grosses averses de pluie en cas d'après-typhon. Hein. Je me souviens notamment d'un Grand Prix de Formule 1 à Fuji, où c'était ces conditions-là. Et puis ça veut dire qu'il y aura peut-être aussi pas mal de vent. On sait que la Ducati est une moto qui a beaucoup d'aéro sur le carénage, donc ça peut être pas évident. Pour Pecco Bagnaia maintenant, c'est peut-être plus Fabio Quartararo l'adversaire, c'est lui-même. Techniquement, vu le niveau de performance de sa Ducati, s'il ne fait pas d'erreur, il est champion du monde. Même si là, il est derrière. Mais il ne faut pas qu'il fasse d'erreur avec la Ducati. Et il ne faut pas que Ducati fasse d'erreur non plus. Il ne faudrait pas suivre l'exemple de Ferrari, par exemple, du côté de Ducati. Je poursuis avec Bastianini. Une nouvelle victoire. C'est la première fois c'est la première fois depuis CT Gibernau.
donc ça remonte quand même, c'était Gilberto, qu'un pilote gagne 4 courses dans une équipe non officielle, dans un team privé. Et c'est que sa deuxième saison en MotoGP, Bastianini. Voilà, bon, on est sur un futur grand, il sera champion du monde, Bastianini. Il fait partie des mecs qui vont être prétendants au titre de champion du monde dans les années à venir. Déjà vu ce qu'il montre avec cette équipe-là, mais vu ce qu'il a déjà montré l'année dernière avec Avintia face à Luca Marini. Il avait dominé Luca Marini, ce qu'il a montré également en Moto2, où il avait été impressionnant avec Italtrans. Donc voilà, Enea Bastianini, c'est un très bon pilote, ça on le sait. Il l'a montré encore, avec une énorme tentative de dépassement sur la fin de course. Il faut avoir le courage de la faire à ce moment-là. Mais pour avoir le courage, ça veut dire qu'il faut avoir confiance en sa moto. On s'aperçoit qu'il gère très très bien les dimanches, mais ça c'était déjà le cas l'année dernière. Il se qualifiait souvent pas très bien. Par contre, le dimanche, qu'est-ce qu'il était fort. Il l'a encore prouvé ce week-end. Quand tu vois quand même, il est 9 dixièmes. Avec Bagnaia, c'est les deux seuls qui sont à 9 dixièmes. Sauf que lui, tu as l'impression qu'il est capable d'en remettre peut-être encore 1 dixième, 2 dixièmes de plus que Bagnaia. Quand il est dans la roue de Bagnaia, tu sens qu'il est capable. Et malgré le fait qu'il a quand même fait 2 grosses erreurs pendant le Grand Prix. Quand il se retrouve en tête de course, qui rate complètement le point de corde, il perd au moins 2 secondes à ce moment-là. Il aurait pu s'échapper, Bastianini, ce week-end. Donc vraiment, la course, d'une victoire qui est vraiment totalement justifiée et un résultat vraiment tout à fait bon de la part de Bastianini. Mais encore une fois, il faut se rappeler que il fait pas mal d'erreurs et que ça aurait pu être différent pour Bastianini, mais vraiment un super week-end. Bon, voilà, il y a un super dimanche de course. Je dis toujours, Bastianini, c'est un pilote du dimanche. Et là, il a montré qu'il était extrêmement fort, donc bravo. Bravo, monsieur Bastianini, et j'espère que vous allez poursuivre comme ça. Et puis pour la fin de saison, parce qu'il est certes à 50 points de Fabio Quartararo, mais c'est-à-dire qu'il est à moins de 40 points de Bagnaia. Donc au championnat, il reste encore 5 courses, donc ça reste proche. Alors, il y a un petit pécule d'avance pour Bagnaia, mais bon, l'écart est pas si important que ça. Je parle pas d'Espargaro, mais il a fait un bon week-end aussi, Alex Espargaro. Il a été performant ce week-end. Il prend la 3e place avec une Aprilia qui était pas forcément si incroyable que ça le dimanche, qui était vraiment bonne sur un tour lancé. Elle pouvait être très intéressante, ces Aprilia, mais sur le rythme de course, c'était un peu moins bien. Il s'en sort bien avec une belle 3e place. Il prend également des points au championnat. Je termine avec Brad Binder, parce qu'on va parler des deux. Brad Binder, très bon, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire Brad Binder. Cette année, je rappelle que Brad Binder a un peu une particularité, c'est de n'avoir qu'un seul abandon cette saison, et il a que 2 résultats en dehors du top 10. Brad Binder. Il est d'une régularité énorme. C'est un peu le George Russell de la MotoGP, Brad Binder, si on devait comparer. D'une très grande régularité. Mais cette KTM n'est pas forcément très efficace. KTM a fait des erreurs en début de saison et ça leur coûte très cher. Ils n'ont pas choisi le bon châssis. Et ça leur coûte très cher. Et voilà, ils ont fait des erreurs sur la manière de préparer les tests de pré-saison. C'est la moto peut-être la plus inconstante de cette saison 2022. Elle arrive à être performante sur quelques circuits. On a vu en début de saison, notamment du côté du Qatar, en Indonésie, aussi avec Miguel Oliveira sous la pluie. Là, ce week-end, ça marchait bien. Sur d'autres pistes, ça a été l'enfer. Pour KTM, ils n'avaient aucun repère. Vraiment, Brad Binder se battait dans le peloton, mais il faisait des courses vraiment de chien. Enfin, voilà, c'était vraiment un enfer pour Brad Binder. Maintenant, à eux d'essayer de conclure le mieux possible cette saison. Il y a des pistes qui ne vont pas leur convenir, on le sait déjà. Mais l'idée est de finir le mieux possible. Peut-être essayer d'attraper encore un podium, une victoire pour Brad Binder. Mais ce week-end, il a encore été très fort.
Et puis, il colle quand même encore un peu une peignée à Miguel Oliveira sur le week-end. Donc ça, c'est aussi pas négligé parce que il a fait un peu mal quand même au moral de Miguel Oliveira. Et puis, contrairement à Miguel Oliveira, lui, il finit bien, plutôt bien, même s'il y a une petite baisse de performance. Il perd la 3e place là-dessus. Mais il finit quand même en résistant à Jack Miller, alors que Miguel Oliveira a un peu plus sombré en fin de Grand Prix. Mais voilà, ça serait bien que chez KTM, on retrouve de la performance pour l'année prochaine, parce que quand on a une pépite comme Brad Binder, ça serait bête qu'elle parte dans une autre équipe, cette pépite-là. On passe tout de suite aux bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, Alex Rins. Bon, j'ai même envie de dire Suzuki. On s'aperçoit quand même que Suzuki, depuis l'annonce du départ, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de travail sur la moto. Voilà. Et que c'est pas incroyable, quoi. Enfin, vraiment, le rythme de la Suzuki, tu sens qu'ils sont déjà partis, Suzuki. Hein. Tu sens qu'ils sont déjà ailleurs. Voilà, que ils sont déjà plus en MotoGP. On peut même se poser la question si c'était déjà pas le cas l'année dernière quand ils ont perdu leur team manager. Quand ils ont perdu Davide Brivio, on pourrait presque se dire, je pense que Davide Brivio, il sentait déjà que ça sentait pas très bon pour lui. Et pour l'équipe Suzuki. C'est dommage, parce que Alex Rins, très bon pilote, parce que Alex Rins, voilà, c'est un super pilote, mais aujourd'hui ça s'est vraiment pas bien passé pour le pilote espagnol, vraiment avec des conditions de course qui vraiment n'étaient pas bonnes. Voilà, enfin, le Grand Prix est pénible pour Alex Rins, 9e place seulement, mais tout le week-end en fait a été pénible pour Alex Rins, c'est-à-dire pas suffisamment rapide pour aller chercher les mecs devant. C'est-à-dire qualifié en Q2 directement, mais seulement 9e sur la grille, ce qui n'est pas incroyable. Surtout que derrière, c'était les deux KTM et Nakagami, donc pas si exceptionnel que ça. Et puis derrière, tu sens un rythme pas suffisamment bon en course pour aller chercher un bon résultat. C'est-à-dire que, un peu comme Johann Zarco, il pouvait rien faire en termes de rythme. Et il finit derrière Johann Zarco. Il ne pourrait rien faire en termes de rythme. Mais Suzuki, c'est quand même dingue. Suzuki, donc ils ont annoncé leur départ de la MotoGP, leur départ également de l'endurance. L'endurance finit un petit peu quand même avec le CERT, avec le soutien du CERT en eau de boudin. Alors avec un bol d'or qui a été monstrueux en termes de fiabilité. Hein. C'est fou parce qu'en endurance automobile, on a quand même un peu d'abandon sur des problèmes techniques, mais pas autant qu'en endurance moto. En endurance moto, tu te demandes comment ils préparent les machines, quoi. Là, le bol d'or, c'était le dernier des Mohicans, quoi. C'était pas celui il n'y a pas eu de bagarre, en fait. C'est le dernier qui n'a pas abandonné. Donc, c'était vraiment une course, vraiment avec beaucoup de spectacles. Et du côté du CERT, problème technique, mais ça a été l'une des premières équipes touchées par un problème technique. Et Suzuki, depuis qu'ils ont annoncé leur départ dans ces deux catégories, il n'y a plus rien qui va. Parce que le début de saison de Suzuki, il manquait de rythme. Les Suzuki, en début de saison, on en avait parlé, mais par contre, c'était extrêmement régulier. Rins et Mir, sur les premières courses de la saison, il y avait vraiment c'était très régulier. Et puis Alex Rins avait fait quand même 2 podiums en Argentine et aux États-Unis. Mir avait fait 2 quatrièmes places. Depuis l'annonce du départ, c'est catastrophique. Ils mettent plus un pied devant l'autre chez Suzuki. Alors, avec en plus Joan Mir qui a tenté de revenir du côté de Misano, sauf que ça ne l'a pas fait. Est-ce qu'on aura Sylvain Gattoli au Japon ou à Gator? Ça, c'est la grande question du côté de Suzuki. Mais sinon, ça a été, c'est un enfer cette deuxième partie de saison. Enfin, depuis le Grand Prix de France, Joan Mir, il a fini 3 courses. Alex Rins, c'est un peu plus régulier. Mais bon, il y a quand même 3 abandons et une non-participation au Grand Prix d'Allemagne. Plus une course où il n'a pas fini dans les points. Non plus Alex Rins. C'est qu'il y a eu quand même 5 résultats blancs d'affilée pour Alex Rins. Entre l'Espagne et l'Allemagne. C'est compliqué, quoi, dans ce genre de situation. Ça se finit pas bien pour Suzuki. C'est dommage pour l'équipe japonaise
que ça se finisse un petit peu comme ça en eau de boudin, je dirais, cette saison. Paul Espargaro, comment dire? Il y a un pilote qui n'a pas couru depuis 100 jours sur une moto, qui a fait une séance d'essai à Misano et qui a fait quelques tours avec une moto de 600 cm3. C'est ça ce qu'a fait Marc Marquez, hein, quand même. Avant d'arriver à Aragon, le programme de Marc Marquez n'était pas énorme en termes de temps de roulage. Et il finit quand même devant Paul Espargaro. Je veux bien que Paul Espargaro n'arrive pas à s'adapter à la moto. Il y a un moment, tu ne peux pas être aussi loin de Marc Marquez. C'est-à-dire que Marc Marquez, son tour de Q2, enfin son tour de Q1, pardon. Marc Marquez, c'est 1,46,909. Le temps de Paul Espargaro, c'est 1,47,511. Il y a 6 dixièmes d'écart. Un pilote qui vient de reprendre face à un pilote qui a fait tous les grands prix, Paul Espargaro. 6 dixièmes. On est en moto, hein. Déjà en Formule 1, c'est un écart énorme. En MotoGP, c'est même plus énorme là, hein. C'est gargantuesque, hein, 6 dixièmes. C'est... Lui aussi, il a déjà la tête chez KTM, hein. Mais quand tu vois l'écart de performance, chez Gaz, ça va pas être facile quand même chez Gaz, hein. Il faudra prier pour que son équipier se réveille pas en cours de saison. Mais bon, forcément, en plus, comme Gaz va avoir les mêmes motos que KTM, on va comparer avec KTM. J'ai peur que la comparaison avec Brad Binder fasse mal quand même, hein. C'était un choix risqué quand même d'aller chez Honda pour Paul Espargaro, mais moi j'avais dit quand il était allé chez Honda, c'était un choix risqué, mais je m'attendais à ce qu'il s'en sorte. Parce qu'il s'en était tout le temps sorti avec la KTM, et la KTM n'était pas une facile machine à piloter, demandez à Johan Zarco. Donc je m'étais dit, avec la Honda, il va peut-être impulser un petit peu une direction. En plus, je m'étais dit, à partir du moment où Marc Marquez a fait une saison blanche, je m'étais dit, il va peut-être réussir à instaurer vraiment quelque chose dans l'équipe. Et puis au final, non. Et puis il se prend des mandales par Marquez. Mais là, il était même derrière Nakagami. Parce que sur le temps de qualif de Nakagami, alors qui lui était directement qualifié en Q2, il y a 3 dixièmes d'écart avec Nakagami. Et avec Alex Marquez, il y a 3 centièmes d'écart. Donc il est vraiment dernier pilote Honda, Paul Espargaro quand même, Sougan, hein. Ça pue du cul. Sévère même. En course, finit 15e. Devant Rémi Garner, derrière Karl Crutchlow. Avec une Yamaha, la Yamaha de Crutchlow, elle est aux fraises, hein. C'est pas rassurant pour Paul Espargaro quand même, cette affaire-là. Pas rassurant du tout. Moi je te le dis, chez Gazga, je suis pas sûr qu'il soit plus rapide, hein. Même s'il retrouve l'univers KTM, je suis pas sûr que ça aille mieux. Donc je suis un petit peu inquiet quand même pour le pilote espagnol. Et puis, je termine avec Darryn Binder. Pourquoi Darryn Binder ? Un peu comme Paul Espargaro. Il est face à un équipier qui est quand même remplaçant, qui est pilote d'essai, qui fait pas beaucoup de séances d'essai, Karl Crutchlow, qui n'était pas hyper à l'aise avec la Yamaha l'année dernière. Et pourtant, Karl Crutchlow finit dans les points. Et en qualification, il lui colle aussi. Alors là, l'écart est assez gros quand même. 1,47,541 contre 1,49,309. Alors certes, il s'est raté en qualification d'Darryn Binder, mais il n'avait pas le rythme pour aller suivre Karl Crutchlow. C'est pareil que Marc Marquez. Karl Crutchlow, pilote certes qui a de l'expérience, mais qui n'a pas roulé depuis quasiment un an sur une moto, qui a très peu roulé sur la dernière année, qui n'est même pas en compétition. Il fait pas du British Superbike, Karl Crutchlow. Il se la coule douce, certains diraient.
Et il arrive un peu comme solution de secours quoi, hein, pour RNF, parce que de Vizioso s'en est pas sorti. Se prendre... Et il connaît très peu l'équipe quand même, hein, Crutchlow, parce qu'il n'a pas roulé énormément avec RNF, même l'année dernière, hein, parce qu'il a roulé beaucoup avec le team officiel. Bah voilà. Quand tu veux trouver un guidon en Superbike ou en Moto 2, c'est pas rassurant du tout hein, pour l'équipe qui t'accueille. Hein, de voir l'écart de performance que tu te prends par rapport à un pilote, on dirait un part-timer. Voilà, hein, c'est un peu ça, Crutchlow. C'est craignos, quoi, hein, pour Darrell Binder. C'était une mauvaise idée de le faire passer. Enfin, j'avais dit, même Miller avait eu du mal à passer directement de Moto 3 à MotoGP. Pour moi, c'était une mauvaise idée. Surtout que c'est pas comme si Darrell Binder avait été incroyable en Moto 3. Il a mis du temps avant d'être performant en Moto 3. Si ça avait été comme son frère Brad Binder, il avait dominé en Moto 3 lors de son l'année de son titre. Sauf que lui, il n'a pas de titre, Darrell Binder. Donc pour moi, il fallait passer par la case Moto 2. Le fait d'avoir fait l'impasse sur la case Moto 2, pour moi, c'était prendre un très très gros risque. Et le risque, on le voit tout de suite. Malgré l'expérience qu'il a en Moto 3, une Moto 3, c'est pas une Moto GP, il y a beaucoup moins d'électronique, quasiment pas d'électronique sur une Moto 3. La puissance, c'est un quart de la puissance d'une Moto GP. Enfin, voilà, quoi. Il y a un moment, c'est deux mondes différents. Le poids, c'est la moitié moins. Et la différence est trop importante. L'écart est trop important. Et en plus, quand tu tombes dans une équipe qui n'est pas exceptionnelle, avec une ambiance de travail qui ne doit pas être si dingue que ça, avec une équipe qui réfléchit déjà comment on va faire avec l'Aprilia l'année prochaine. Donc tu sens qu'Yamaha, je pense, apporte plus beaucoup d'évolution également à la moto de RNF. Avec une situation où t'avais un équipier qui savait pas trop quoi faire et qui s'est démobilisé très vite parce que c'était aussi un pilote qui était revenu pour le titre, et à partir du moment où il pouvait pas gérer le titre, ça servait plus à rien. Bon voilà, il y a beaucoup de choses qui ont fait que la saison de Darrell Binder est pas facile, mais quand même, le niveau de performance il est pas là hein, pour Darrell Binder ce week-end, donc il va falloir vraiment se remettre la tête à l'endroit. On passe tout de suite au classement, parce que la vidéo est très longue. Du côté des classements, Fabio Quartararo en tête avec 10 points d'avance sur Bagnaia. Alex Espargaro qui est moins de 20 points derrière. On retrouve ensuite Enea, il est 17 points derrière. Voilà, 17 points derrière Fabio Quartararo. On retrouve ensuite Enea Bastianini, Jack Miller. Johan Zarco qui a un point de retard sur Jack Miller désormais. Brad Binder pas très loin non plus, et Alex Rins lui est dans un deuxième paquet avec Jorge Martin et Maverick Viñales. Premier débutant, Marco Bezzecchi qui a encore fait un bon week-end avec une 10e place, 14e. Il est largement devant Fabio Di Gianantonio, Darrell Binder, Amy Garner et Raúl Fernandez. Même si pour Marco Bezzecchi, il est quand même en dehors du top 10. Et moi je dis toujours qu'un débutant qui est en dehors du top 10, ça veut dire que sa saison n'a pas été si incroyable que ça. Du côté du classement constructeur, c'est Ducati qui est en tête avec 346 points. Le titre constructeur va arriver dans l'escarcelle de Ducati, ça, il n'y a pas de souci. Aprilia, Yamaha, 4 points d'écart pour le titre de vice-champion, il va y avoir une belle bagarre. KTM, un petit peu dans un Nomadsland, 4e, et puis Suzuki, Honda. Pour finir, les Japonais, quand même, on a quand même deux marques italiennes en tête du championnat des constructeurs. C'est pas l'année des Japonais. Et puis ensuite, du côté du classement par équipe, Ducati en tête avec 37 points d'avance sur Aprilia. Yamaha est déjà plus dans le match pour le titre par équipe. On retrouve ensuite Pramac à égalité avec Yamaha pour avoir peut-être un triplé italien du côté du championnat constructeur, du côté du championnat équipe, pardon. Premier team indépendant, Pramac. On retrouve ensuite KTM, Gresini, qui est donc un petit peu loin pour le moment de Pramac, mais c'est pas encore fait pour le titre indépendant. Suzuki, VR46, Repsol, LCR, et puis Review.
Yamaha. Et pour finir, Tech 3 qui a, je crois, une dizaine de points de retard sur le team RNF. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc prochaine vidéo le week-end prochain, prochain Grand Prix du côté du Japon, ça sera le week-end prochain. On fera le débrief également de ce Grand Prix du Japon avec un magnifique décalage horaire. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!